avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. Et la team au grand complet qui est heureuse de vous accueillir ce soir une fois de plus comme chaque mardi à 18h sur Logos FM. C'est avec ASA Sport pour vous parler de sport au pluriel. Ce soir pour m'accompagner, tout le monde est en studio. Johan Connor de Clermont Sport. Salut Johan. Salut Olive, bonsoir à tous. Florian Pitro, Sport 7 Co. Salut Florian. Salut Olivier, bonsoir tout le monde. Et puis maintenant qu'il a les doigts de pied en éventail, on peut l'inviter. Il est presque en vacances. Ça commence très fort. C'est le coach du Volleyball Club Chamalières, Atman Toubani. Salut Atman. Bonsoir, je suis pas en tongue. Non, t'es pas en tongue, je confirme. Le temps ne s'y prête pas aujourd'hui. Allez, on commence tout de suite. Donc, on sera avec toi tout à l'heure. C'est la deuxième et troisième partie. On fera un peu le bilan de cette saison des Panthères, les perspectives pour la saison prochaine. En tout cas, ce que tu peux nous en dire. Un coup de cœur, coup de gueule qui sera ni un coup de cœur ni un coup de gueule. Je vous donnerai juste mon avis et vous me donnerez le vôtre, messieurs, sur cette fameuse Super League de foot. Le traditionnel quiz pour conclure l'émission. Et tout de suite, on commence avec les résultats du week-end. On va commencer avec le rugby. Alors, la question que je vous pose après cette défaite au Loup, un calendrier difficile qui attend l'ASM. Est-ce que vous croyez encore au barrage? Qui est-ce qui veut commencer? Vas-y, honneur aux dames. Merci Johan. Très rapidement, quand on regarde le calendrier, effectivement, il est compliqué. Pour le coup, quand on fait un peu de mathématiques, il me semble qu'il y a encore la place. Merde, il faut faire les maths maintenant quand on parle de sport. sport. Non, honnêtement, ça devrait le faire pour moi, puisque derrière, ça ne va pas tout gagner. Je crois même qu'il y a une confrontation directe. Donc non, pas d'inquiétude. Plus d'inquiétude sur la forme actuelle, sur la fin de cycle. Faire les barrages pour faire les barrages. Voilà. Honnêtement, je le sens comme ça. Ils ne vont pas sortir des 6. Maintenant, est-ce qu'on est capable d'aller plus loin? J'en suis beaucoup moins convaincu. Johan. Non, avis partagé avec Florian. C'est sûr que c'est une fin de saison un peu compliquée. Après, comme il a dit, c'est une fin de cycle. L'entraîneur s'en va, etc. Il y a des joueurs qui sont quand même plutôt sur leur fin de carrière. Après, bon, c'est sûr que le match du Loup, c'est un match compliqué. Quand Corrier se fait sortir sur carton rouge dès le début du match, ça change un petit peu quand même, faut le dire. Quand tu joues à 14 au rugby, c'est plus la même chose. Surtout quand tu te fais sortir un joueur dès le début. Après, c'est clair que quand on voit le niveau des grosses écuries de cette année, on voit mal la SM ramener le Brennus cette année. Après, participer, oui, faire les barrages, ça semble faisable. Mais comme dit Florian, si c'est juste pour avoir des blessés supplémentaires et de la fatigue... Vous y mettez un enthousiasme. Non, mais si tu veux, ils ont On sent pas le truc, quoi. Non, oui. Ça fait un moment... Non, puis... Tu vois, les saisons où l'ASM a ramené des titres, ou en tout cas était sur le point de le faire, si tu veux, ils perdaient un peu leur match tout seuls et ils dominaient vraiment l'adversaire. Là, aujourd'hui, ils perdent des matchs où ils font des gros matchs et ils les perdent quand même. C'est ça la grosse différence. C'est que quand l'ASM, d'il y a 3-4 ans, sortait des gros matchs, ils gagnaient. Tu vois. Là, aujourd'hui, ils font des énormes matchs et ils perdent. Et c'est pas que le Loup, c'est aussi les rencontres précédentes. Et c'est ça qui est inquiétant. Et comme dit Florian, on sent pas le petit facteur X des années précédentes. Bon, après, c'est le match de Coupe d'Europe contre Toulouse aussi qui, je pense, a montré toutes les limites actuelles, malheureusement. Alors, on va rappeler rapidement le calendrier. Il y aura la récupération du match en retard le 1er mai contre Brive. Ça, c'est à domicile. Déplacement au Racing, réception de Toulon. Déplacement à Toulouse, réception de La Rochelle. Ils vont jouer les 3 premiers dans leurs 5 derniers matchs. Après, c'est souvent dans ce genre de cas de figure qu'ils sont capables de surprendre tout le monde, quoi. La SM, tous les Clermontois de naissance sont bien placés pour savoir que quand tu les attends, ils sont pas tout le temps là, ils sont pas tout le temps en rendez-vous. Et moi, je suis bien placé pour savoir parce que je les ai vus perdre de nombreuses fois au Stade de France, malheureusement. Mais par contre, quand tu t'attends à ce qu'ils se fassent défoncer, ils sont capables de sortir le match de leur vie et de gagner, quoi. C'est compliqué de faire des pronostics avec eux. Atman, t'as eu le temps de suivre un peu l'ASM cette année? Évidemment, mais bon, c'est une saison atypique, donc je pense qu'une fois qu'il y aura les playoffs, il peut y avoir des surprises avec les cas Covid, avec les équipes qui risquent d'enchaîner pas mal de matchs pour rattraper le calendrier, celles qui justement vont pas jouer beaucoup de matchs, qui manqueront de rythme. Donc ça va être une saison, là tout le monde voit Toulouse avec le titre, mais il peut y avoir des surprises. Et en plus au rugby, la formule du championnat... c'est déjà arrivé qu'une équipe qui soit classée dernière des playoffs va se retrouver avec le bouclier. Donc, c'est arrivé souvent même. Hein. Castres en est le spécialiste. Sauf que ça a rarement été Clermont quand même. Le problème, c'est peut-être plus le fait que Kazema a déjà annoncé qu'il ne soit plus dans l'équipe. Et ça, par contre, c'est jamais très très bon quand
les joueurs savent que l'entraîneur ne sera pas en place la saison d'après. C'est vrai qu'indirectement, tout le monde a un peu basculé sur la saison suivante, quoi. Ouais, ça dans les têtes, oui, ça, c'est toujours compliqué à gérer. Et effectivement, est-ce que tous les matchs vont pouvoir avoir lieu jusqu'au bout? Ça, c'est un peu la question. C'est un risque aussi. Atman, t'en sais quelque chose? On en parlera tout à l'heure d'une saison qui s'arrête plus tôt que prévu. Vous savez ce qui est prévu? Je pense qu'il y aura une péréquation des points. En général, c'est la méthode du rugby ce qui est appliqué en fédéral, il l'applique aussi plus haut. Exactement, puis surtout, ils font en sorte de pouvoir aller au bout. Là, on est sur des gros championnats qui, dès le début, c'était clair qu'il allait avoir ces soucis de Covid, ils sauront s'arranger pour que ça aille au bout. Mais je rejoins Atman, effectivement, tous les championnats sont un petit peu particuliers, il peut y avoir des surprises. Pourquoi pas une fois, est-ce que ça serait pas nous? D'habitude, on est dans le cas contraire, on est ultra favoris, en tout cas on est souvent dans les 2 premiers, dans les 2 favoris, et on se fait sortir sur une demi-finale un peu bête, donc pourquoi pas? On va arriver sans pression, fin de cycle, on est entre joueurs, on s'éclate, on va chercher un titre. Ouais. Ça peut. Et ben on pourra suivre ça de très près, en tout cas, effectivement, pour une fois qu'il n'y a pas de pression et pas d'enthousiasme particulier dans la ville. Peut-être que c'est là, effectivement, qu'on peut créer la surprise. En tout cas, ça sera que du bonus si jamais ça arrive, ça c'est sûr. Résultat suivant, un autre championnat qui s'est terminé avant-hier, dimanche dernier, c'est le championnat de D1 de hockey sur glace. Fin de saison pour nos sangliers, c'était il y a quelques jours déjà. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette saison en D1 où, on le rappelle, il n'y aura pas de descente? Florian, tu veux commencer? Oui, si tu veux, Olivier. Malheureusement, j'ai envie de dire pas grand-chose à retenir. Pourquoi? Parce qu'on fait partie... Les sangliers font partie des sports un peu mineurs qui aujourd'hui jouent à huis clos avec une médiatisation très moyenne. Honnêtement, c'est très bien d'avoir pu continuer. Maintenant, quel est l'intérêt pour ces clubs? J'espère que financièrement, ils se sont plutôt retrouvés malgré tout, même si j'ai quelques doutes, parce que c'est des saisons où voilà, aujourd'hui, ils ont traversé la saison avec beaucoup de difficultés. En plus, il n'y a pas eu de résultats. On l'avait dit, je crois que c'était avec toi, Johan, aussi, il y a à peu près 2 mois. J'espère que c'est une saison qui servira pour l'avenir. Voilà. Sinon, pas grand-chose à retenir. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup de choses positives. Voilà. Johan. C'est vrai que le point, si on doit retenir un point positif, c'est qu'ils ont quand même pu un petit peu indirectement s'entraîner, puisqu'il n'y avait pas d'enjeu réel sur cette saison, et préparer la saison suivante. Ils ont eu en deuxième partie de saison quand même des belles victoires qui sont allées chercher à l'envie, un peu au mental. Et ça, c'est vrai que c'est le point à retenir de la saison. Après, comme dit Florian, ouais, est-ce que c'était le bon format, etc. Je pense que surtout la Fédé de hockey voulait absolument que cette division-là puisse jouer ses matchs pour que les joueurs restent un petit peu focus, parce que le hockey a des problèmes quand même de licenciés aussi. Ça fait partie de ces sports, s'il n'y a pas de compétition, ils perdent vraiment des licenciés. Donc voilà, mais c'est sûr, saison compliquée. On verra l'année prochaine avec l'enjeu de la montée, de la descente, ce que ça donnera. Alors on va rappeler la chronologie, début de saison compliqué parce qu'ils n'ont su que très tard qu'ils allaient pouvoir jouer dans cette division. Des problèmes financiers qu'il a fallu régler avec la fédération. Ensuite, on démarre le championnat à 14 et puis ça s'arrête et ça repart avec 2 poules de 7. Des équipes qui n'ont même pas pu terminer leur championnat, qui ont déclaré forfait. Je vais juste rappeler pour information, donc le championnat s'est terminé dimanche. Il a opposé Marseille à Strasbourg, 2 équipes qui étaient dans la poule de Clermont, donc une poule très relevée. C'est Marseille qui s'est imposé sur le score de 5-1. Donc Marseille qui avait fini 2e de cette poule. Donc comme quoi, ce qu'on disait tout à l'heure pour les playoffs au rugby, c'est vrai aussi dans d'autres sports. On va rappeler juste pour info qu'à part le foot, tous les sports font des playoffs. Parce que le foot a l'air de dire à chaque fois en parlant du rugby, vous êtes des extraterrestres avec vos playoffs. Non, c'est le foot qui ne fait pas de playoffs. C'est le seul championnat qui ne fait pas de playoffs. C'est pas parce que je viens du foot, mais c'est le seul sport que tout le monde arrive à comprendre. C'est vrai. Alors moi je me suis battu et j'avais un débat tout à l'heure dans les couloirs du HBCAM. Personne ne comprend rien à toutes les formules. Personne ne comprend rien au handball féminin. Personne n'a rien compris au sanglier Arverne. Pour moi c'est pas possible. C'est vrai que cette année c'était particulier. Oui, certes, ça aide pas. Mais là je me rangerais plutôt du côté du foot. Il y a un championnat, tout le monde suit, il y a des journées, il y a un vainqueur à la fin. Le grand public comprend bizarrement. Alors est-ce que c'est parce que c'est le sport populaire? Mais pour moi, il faut que ce soit des play-offs et des play-downs très clairs, mais très simples. Le grand public aujourd'hui ne comprend rien. Je ne suis pas sûr qu'on comprenne les play-offs et les barrages pour l'accession de Ligue 2 en Ligue 1, notamment.
qui est un peu, C'est un peu plus compliqué plus aussi. compliqué. Ça Ouais. complique le truc. Ouais. Atman, tu as compris toi le règlement de ta saison cette année au volley? Je me suis adapté au quotidien, au changement de règles. Très bonne réponse. Ça n'a pas été simple, oui, c'est sûr qu'il a fallu s'adapter. Très bien, tu vas nous développer tout ça tout à l'heure dans la deuxième partie. C'est le moment de faire notre première pause. On se retrouve juste après sur le Gosse FM. Vous êtes dans Avec S à Sport. Avec un S à Sport, l'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. De retour dans Avec AS Sport pour vous parler de sport au pluriel chaque mardi 18h sur Logos FM, la rediff le mercredi 20h, le podcast à partir du jeudi matin sur notre page Facebook. Pour m'accompagner ce soir, Johan Connor, Florian Pitreau, bonsoir messieurs, et notre invité, le coach du Volleyball Club Chamalières, Atman Toubani. Salut Atman. Salut. Alors Atman, on va se tourner vers toi, on va faire un petit bilan de cette saison des Panthères. On est à quelques jours du dernier match, hein. Le dernier match aurait dû se tenir samedi. Donc quel bilan tiré et non pas quel bilan viré, qui ne veut rien dire. Très positif parce que c'est notre plus belle saison au plus haut niveau, hein. Même si ça s'est joué jusqu'à la dernière journée, mais je rappelle quand même qu'on gagne 12 matchs, c'est ça ? C'est ça. 12 matchs et on perd seulement 2 fois contre les 3 premières équipes. Sinon on bat pour la première fois Cannes, on bat Venelle qui était vainqueur de la Coupe de France 2020. On les bat 2 fois, Venelle. On bat Paris chez nous. On fait des très bons résultats, mais ça ne suffit pas parce que toutes les équipes, le niveau augmente, hein. On se rend bien compte qu'une équipe comme Istres, qui venait juste d'accéder à la Liga F, se retrouve à descendre avec, je crois, 9 victoires et en jouant la finale de Coupe de France. Donc c'est un championnat qui est en train de s'améliorer. Et nous, on s'améliore, mais peut-être pas plus vite que les autres équipes. Donc on reste encore un club, un petit club de la division, mais un club qui est en train de passer des paliers. On l'a bien senti cette année. Alors avec un tel bilan, une année normale, le club aurait fini beaucoup plus haut. C'est uniquement ce resserrement des clubs et des valeurs entre clubs qui fait que Chamalières reste dans un classement qui est meilleur que les autres années, mais pour tout le monde, c'est pas les playoffs. Les playoffs, non. Ça parlerait. Là, c'est pas les playoffs. Et là, avec 12 victoires, sur les 10 dernières années, avec 12 victoires, on fait les playoffs. C'est ça. Donc là, c'est paradoxal. C'est une année aussi Covid où le niveau s'est aussi resserré parce que tout le monde a les mêmes conditions d'entraînement, hein. Tout le monde a les gymnases à disponibilité. Donc ça fait une grosse différence pour les petits clubs, entre guillemets. Donc c'est plutôt une saison, je pense, qui va être référence, mais on s'en rendra compte que dans les années à venir. Parce qu'aujourd'hui, oui, on a joué le maintien jusqu'à la dernière journée. En plus, avec les formules, moi, j'y comprenais rien. J'étais incapable de dire aux journalistes si on était maintenu ou pas. Après 3 victoires de suite, je n'étais pas capable de leur dire si on était maintenu ou pas, parce que je ne comprenais même pas le règlement. Donc alors justement, le classement final, comment est-ce qu'il a été établi ? Puisque, on va le rappeler pour ceux qui n'auraient pas suivi, les dernières rencontres n'ont pas pu se tenir. Toutes les dernières rencontres n'ont pas pu se tenir. Qu'est-ce qui a donc été décidé ? Un ratio de points par rapport au nombre de matchs joués, alors ce qui veut dire qu'une équipe comme Paris, qui a moins de victoires que nous, hein, je crois qu'on doit avoir 2 victoires de plus que Paris, moins de points que nous, va terminer devant nous. C'est ça. Des clubs qui sont aujourd'hui 9e, 10e ont à peu près le même nombre de victoires que nous. Et ce ratio de points fait que Paris nous passe devant, Saint-Raphaël reste devant, Nancy reste devant, alors qu'à 2 journées de la fin, on n'était pas loin de jouer la 8e place. Et si on avait joué la dernière journée, on serait allé chercher une 10e place. Donc le classement ne reflète pas, je pense, le niveau des équipes. Bon, même si on retrouve Mulhouse champion de France avec une seule défaite. Mais après, c'est très, très, très serré. On peut très bien finir 8e comme descendre. Et c'est le cas pour Istres. Et ce changement de règlement aurait pu tout changer pour eux parce qu'il y avait un cas de figure qui aurait, je suppose, embêté tout le monde. C'était le cas de figure où Istres gagne Mulhouse 3-2. Parce qu'avec ce nouveau ratio de points, il restait quoi qu'il arrive derrière nous. Pour que Istres passe devant Chamalières, il fallait qu'il gagne en marquant les 3 points, donc 3-0 ou 3-1. En gagnant 3-2, il restait derrière nous. Mais si les matchs avaient pu se jouer, si Istres avait battu, ce qui aurait été un énorme exploit, Mulhouse 3-2, et que Chamalières ait perdu Mougins, Istres aurait dû repasser devant. Donc là, il y avait matière à scandale, j'imagine. Oui, de toute façon,
il y avait plein de recours possibles parce qu'on a eu aussi le cas de figure où Saint-Raphaël joue Venelle, alors que Venelle a joué la veille un match contre Mougins et le lendemain joue contre Saint-Raphaël qui jouait son maintien. Donc du jamais vu. On a aussi une joueuse Covid qui a repris plus tôt que prévu du côté de... Bon, je ne vais pas citer les clubs parce qu'ils vont dire que je suis méchant. Mais voilà, ça a été... Il y a des recours. Je pense que Istres n'est pas encore en deuxième division et s'ils vont devant le CNO, il y a de quoi faire. Messieurs, est-ce que vous avez des questions? Florian? Oui, une saison très intéressante et très positive. D'un point de vue technique, tout d'abord, qu'est-ce qui a permis au club de passer ce cap sur des victoires? Bien sûr, il y a la saison Covid qui est un peu particulière, mais j'imagine que malgré tout, techniquement, tactiquement, il y a eu plein de belles choses. Disons que c'est la première fois qu'on avait 3 mois pour préparer une saison. Donc le recrutement, beaucoup plus facile. La saison d'avant, au mois de juin, on n'avait aucune joueuse sous contrat vu que j'étais en partance dans un autre club. Donc on a fait le recrutement très rapidement. Et cette année, 3 mois pour faire un recrutement. Un vrai travail de fond. Donc on se trompe un peu moins. Je ne dis pas que c'est parfait, mais il y a moins de chances qu'on se loupe sur des joueuses. Plus on les étudie, plus il y a de chances qu'elles correspondent au profil qu'on attend. Donc le premier succès, c'est à mon avis le recrutement. On avait promis des joueuses de meilleure qualité, entre guillemets, c'est le cas. Des joueuses qui s'entraînent plus, c'est le cas. Des joueuses qui ont un appétit de victoire, c'est le cas. Donc il n'y a pas de secret, ça ne vient pas seulement de l'environnement du club ou quoi que ce soit, c'est aussi les ingrédients qu'on a sous la main. Et là aujourd'hui, la preuve, c'est qu'on a de certaines joueuses qui vont nous quitter, pas pour des clubs intermédiaires, qui vont nous quitter pour des clubs qui jouent le titre ou des Coupes d'Europe. Donc on ne s'est pas loupé. On s'est pas loupé et il faut réussir à faire la même chose dès maintenant. Retrouver des profils de joueuses qui correspondent au haut niveau. Donc normalement, on devrait suivre cette voie-là. Est-ce que pour toi, c'est la plus belle équipe que tu as eu à entraîner sur ces 20 années à Chamalières? Alors, je vais mettre de côté l'aspect technique, tactique. En tout cas, humainement, je me suis régalé. Donc, c'est déjà beaucoup plus facile quand on travaille dans une ambiance où on sent les joueuses qui adhèrent à un projet, et non pas un projet sur le terrain sportif, mais qui ont compris où elles étaient et qui ont su donner, je ne dis pas que les autres équipes ne savaient pas le faire, mais là, on a senti 12 joueuses concernées par la vie du club. Et c'est paradoxal parce qu'on a joué sans public. Donc là, c'est le gros regret parce que je pense que le public aurait adoré voir évoluer cette équipe. En plus, qui bat des grosses équipes, alors là, c'est la totale. Non, je voulais juste rebondir parce que c'était justement une question que je voulais te poser, Atman. On a vu aussi Juliette en partance et son interview, etc. Comment est-ce que c'est pas possible à un moment donné de stabiliser un petit peu plus cet effectif et justement pouvoir mieux travailler? J'imagine que pour un coach, changer chaque année. Alors est-ce que c'est propre au volet féminin? Est-ce que c'est propre au club? Est-ce que c'est une question de moyens, d'environnement? Alors le souhait, dès le départ, dès Noël, on a annoncé aux joueuses qu'on aimerait garder toute l'équipe. Je rappelle quand même qu'on n'était qu'à une seule victoire ou 2 victoires avant Noël. Mais on sentait qu'il y avait un potentiel. Derrière, on a un parcours d'équipe qui peut accéder aux play-offs, même qui doit accéder aux play-offs. Donc on a senti que ce groupe-là, il fallait le garder. On avait annoncé la couleur. Après, ça reste du sport pro. Juliette s'en va. Elle s'en va pas pour Marc Ambaroy ou Saint-Raphaël. Elle s'en va pour un grand club sur le papier, pour un grand club, donc avec un salaire qui risque de doubler. Donc c'est logique. On aurait bien aimé la garder. On aurait pu s'aligner sur le salaire que va lui donner ce club-là. Mais voilà, pour l'instant, on est encore un club auvergnat et qui manque de palmarès au plus haut niveau. Mais là, si on fait 50% de joueuses, si on conserve 50% de joueuses, on aura déjà assuré le maintien quasiment, je pense, pour la saison prochaine. Et après, selon le recrutement, on pourra viser autre chose. Johan. Donc là, pour l'instant, en attendant un peu le recrutement de pré-saison, il y a des idées un peu des ambitions du club et puis tes ambitions personnelles là, pour l'équipe la saison prochaine. Alors les dirigeants, eux, ils ont l'ambition d'intégrer les playoffs. Ça, c'est une certitude, c'est annoncé depuis l'année dernière. L'entraîneur, lui, il dit attention parce que les autres clubs aussi, ils avancent. Et le recrutement, il suffit, il y a 7 joueuses, 6 sur le terrain, plus un libéro. Il suffit de se louper sur 2 joueuses
et on se retrouve à lutter entre la 8e et la 14e place. Donc ça se joue à pas grand-chose. Si j'avais plus d'1 million d'euros de budget, je vous dirais, bah ouais, là on y va. Hein. Là on va en play-off. Je vais peut-être me louper sur 1 ou 2 joueuses, mais pas plus. C'est pas encore le cas, donc il faut avoir de l'ambition. Il faut parler de choses qu'on aurait pu réaliser cette année. On n'était pas loin. Hein. Mais attention, ça reste fragile et les autres clubs, comme je le dis, ils travaillent aussi bien que nous. Donc on va essayer de continuer sur cette lancée de deuxième partie de saison. Et puis d'aller chercher, il faut une saison référence. À un moment, il faut faire au moins une fois les playoffs pour que ça déclenche certaines choses. Et surtout qu'on prenne de l'avance sur le recrutement de la saison suivante. Si on sait qu'on est en playoff dès le mois de février, c'est plus facile de faire re-signer Juliette, c'est plus facile d'aller chercher des joueuses. Donc il faut une saison référence. Là, la pression, elle est pour moi. Parce que ça peut venir que du staff professionnel qui tire le groupe vers le haut. Ouais. Très bien. Eh bien, on va faire une petite pause. Notre invité, c'est Atman Toubani, le coach du Volleyball Club Chamalières. On se retrouve tout de suite après la pause, toujours sur Logos FM. Vous êtes dans Avec S à Sport. Avec un S à Sport, l'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. Troisième partie de votre rendez-vous sportif hebdomadaire sur Logos FM, c'est avec AS Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel. Pour m'accompagner ce soir, Johan Connor, Florian Pitreau et notre invité, le coach du Volleyball Club Chamalières, Atman Toubani. Alors Atman, tu nous as fait un petit bilan rapide de cette saison positive. On a commencé à parler, poser quelques jalons pour la saison prochaine. Mais si je ne m'abuse, tu étais en fin de contrat à la fin de cette saison. Donc ça signifie qu'on va te retrouver sur le banc l'année prochaine. J'ai signé proposition de 10 ans. Enfin, je te le souhaite. Ils tombent de leur chaise, ils disent non, pas encore lui. Déjà un an, c'est beaucoup 10. Oui, on a discuté assez tôt. Ce qui est bien, c'est qu'on a discuté avant d'avoir le maintien. Donc ça prouve que le club me fait confiance, parce qu'on aurait très bien pu descendre avec l'arithmétique de la Ligue nationale. Donc oui, j'ai une proposition. La discussion ne dure pas longtemps avec moi. Mais voilà, il y aura peut-être une annonce cette semaine pour un contrat de 2 ans. D'accord, et ça serait une bonne nouvelle. On va suivre ça pour re-signer. Et toi, ça te sécurise aussi ton poste sur 2 années. Et ça donne sans doute un peu plus de crédibilité au recrutement ? Non, c'est ma 20e saison, j'ai signé une seule fois 2 ans, sinon c'est des contrats d'1 an. Non, mais pour moi, par contre, ça devient important d'annoncer sur 2-3 ans. Non pas que j'ai peur pour moi, du côté professionnel, mais ça valorise les projets à moyen terme. Ça veut dire qu'on fait confiance au fait qu'on construit avec des joueuses qu'on découvre. Et qu'on a encore beaucoup de paliers à passer, et puis ils me font confiance pour réussir à passer ce dernier palier qui est l'accession en play-off. Johan ? Oui, moi j'ai une question, parce que tu nous as expliqué que le recrutement avait quand même une énorme importance pour la physionomie d'une saison. Hein. Et comment c'est organisé au VBCC un peu le recrutement ? Toi tu fais tout seul, ou vous avez une cellule un peu ? Comment ça se passe ? Alors 90% du boulot, du visionnage de joueuses, c'est moi. D'accord. Par contre, on a intégré depuis l'an dernier, on a créé une cellule recrutement qui m'aide sur le côté psychologique des joueuses. C'est-à-dire que moi, je vais vraiment décider tout seul. Tout ce qui est technique, tactique, personne d'autre va m'orienter. Par contre, dès qu'on est en contact avec la joueuse, on a la cellule recrutement qui est composée de membres de bureau directeur qui, eux, donnent leur avis s'ils sentent ou pas la joueuse sur l'aspect est-ce qu'elle va s'intégrer à notre projet. Donc ça, c'est déjà un gros plus, parce qu'avant, c'était de A à Z, et je le reconnais, hein, je pouvais me planter, parce que quand on est focus que sur le niveau technique et tactique, des fois, on oublie un peu le caractère de la joueuse et son passé. Donc là, c'est une aide assez précieuse, et je crois que cette année, ça s'est ressenti, parce qu'on a un groupe qui vivait très très bien, qui a donné plutôt une image positive. Donc ça vient, je pense, réellement de la cellule qu'on a mis en place. Florian. Oui, Atman, on parle beaucoup de recrutement. Je voulais aussi parler avec toi de formation. Je sais les difficultés qu'il y a aujourd'hui en France à former des jeunes filles qui vont performer au plus haut niveau.
chez nous en Auvergne, on aime former des gens du territoire. Pourquoi aujourd'hui est-ce si difficile? Est-ce que c'est le sport? Est-ce que c'est la physionomie? Est-ce que c'est la base de licenciés? J'imagine qu'il y a plusieurs raisons, mais voilà, ça me semblera important peut-être d'avoir 2-3 personnes un peu du cru. En Auvergne, on arrive à former les présidents de la République. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mais au niveau du volley, c'est compliqué parce que les meilleures joueuses sont issues de Pôle France, sont tout de suite en Pôle France et ne sont pas au pôle, l'ex-pôle d'Issoire. Donc déjà, les meilleurs profils sont plus proches de certains clubs. Et puis chez nous, je crois qu'on est je suis ça de loin maintenant, malheureusement. On n'a pas le temps de suivre ce qui se passe au niveau du développement de la Ligue, mais je crois qu'on doit être à 800 licenciés en Auvergne, pas Auvergne-Rhône-Alpes, parce que l'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est l'une des plus grosses ligues. Mais de l'ancienne Ligue d'Auvergne, on a un réservoir qui est très petit. Et puis maintenant, le volleyball, c'est un marché mondial. C'est plus le volleyball de l'époque d'Orion où on avait Catherine Bouchon, Marie Tari, les sœurs Cerisier. Il y avait 2 étrangères, 3 étrangères. Voilà, ça s'arrêtait à ça avant Bosman. Hein. Maintenant, c'est vraiment un marché mondial. Et puis moi, j'ose le dire, c'est que les joueuses françaises aujourd'hui, elles n'ont pas la dalle. Une joueuse française, le volleyball va pas l'aider à vivre peut-être. Hein. Il n'y a pas que le volley, c'est pas un ascenseur social. Donc c'est compliqué d'avoir des joueuses qui ont la motivation. Là, on en a eu une, hein, Juliette, mais c'est rare, c'est exceptionnel. Une joueuse qui a le potentiel et qui met aussi les actes au niveau de son potentiel. Donc c'est compliqué, mais bon, on réussit. On sort une joueuse française tous les 3-4 ans. Donc par rapport à certains clubs qui se disent clubs formateurs avec des centres de formation, on est pas mal. Alors sur ce marché mondial, est-ce que tu as commencé à faire tes courses? Est-ce que tu as déjà une idée? Tu prends pas ton petit caddie pour aller chercher les joueuses, non? C'est pas ça? Est-ce que tu as déjà une idée de la structure de l'équipe de l'année prochaine? Tu sais déjà qui devrait rester, qui devrait partir, qui tu souhaites conserver? Parce que c'est ça aussi qui compte. C'était un peu aussi une des nouveautés de la saison qui vient de se terminer. C'est que pour la première fois, le club avait dit on ne gardera pas telle ou telle joueuse. Dans la continuité, hein, il y a certaines joueuses... on voulait garder le maximum de joueuses, mais voilà, après ça reste du sport professionnel. On a des propositions de joueuses, donc on compare, ce qui peut nous renforcer. Aujourd'hui, à part il y a une certitude, c'est Juliette qui s'en va pour Cannes. Ensuite, on ne sait pas quelle joueuse risque de partir, parce que le marché cette année se déclenche très tard, très tard, parce qu'il y a un nouveau championnat américain. Il y a un nouveau championnat américain professionnel. Donc, tant que ce championnat n'est pas terminé, le mercato est à l'arrêt. Mais de notre côté, on sait que il y a 50% des joueuses qui vont rester. 50% des joueuses et pas des moindres joueuses. Ça, c'est positif et c'est la première fois aussi. C'est la première fois depuis qu'on est quasiment. Qu'on est en Liga F. Ça s'était reproduit avec la génération africaine. Mais disons que sur les 3 dernières années, la différence va être qu'on va repartir avec la moitié du 6 majeur. Donc c'est pas rien. Donc ça nous évitera peut-être ces longs cycles de défaites jusqu'à Noël. Alors on ne peut pas encore citer de nom parce que c'est un peu tôt, mais effectivement, des joueuses majeures vont rester à Chamalières. Et des joueuses majeures vont quitter Chamalières. Et des joueuses majeures vont quitter Chamalières. Bonne réponse. C'est plutôt, pour l'instant, les joueuses qui vont nous rejoindre, je vous assure qu'elles sont du même profil que celles qui vont nous quitter, voire même supérieures. C'est déjà à peu près acté? Tu as déjà les contacts? T'en es où là à peu près de recrutement? On a déjà 3 joueuses qui ont quasiment signé, hein, c'est les protocoles là, qui sont mis en place. On a 3 accords de 3 nouvelles joueuses. Et dans les renouvellements, on a déjà, on avait toujours Adiana qui était encore sous contrat, mais on a 3 joueuses qui nous ont répondu qu'elles continuent avec nous. Donc là aujourd'hui, on a déjà la moitié de l'effectif. Et surtout, c'est que des joueuses aujourd'hui, pas par défaut, c'est des joueuses qui nous intéressent pour continuer à grandir. Et qui du coup sont intéressées pour rester, pour continuer elles-mêmes à grandir au club. Voilà, c'est toi Olivier, c'est la différence, c'est toi qui l'as fait. Oui, sans doute, c'est bien connu, c'est moi qui suis sur le terrain. Il n'y avait que toi au bord du terrain.
Ça, je confirme que c'était un poste privilégié. Ça, c'est sûr. Ouais, ça y est, j'ai mangé. J'ai déstabilisé, il est tout rouge. C'est dommage, il n'y a pas de vidéo là. Il se revoit tout seul au bord du terrain. Ah, c'était un moment magique. Bon, j'ai mangé ce que je voulais dire. Vas-y, Florian. Atman, par rapport à ce que tu nous dis, justement, on sent qu'il y a une ambiance, qu'il se passe quelque chose dans le club. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que des filles qui viennent du monde entier se sentent bien ici très rapidement, même s'il y a un petit temps d'adaptation, ça se voit aussi dans les résultats. Mais voilà, qu'est-ce que vous mettez en place, peut-être vous, l'ensemble du club? Tu parlais aussi de la cellule de recrutement. Alors, c'est à double tranchant, c'est-à-dire que les joueuses, lorsqu'on fait les entretiens individuels, nous annoncent qu'ici, il n'y a pas une pression négative des dirigeants et du staff. Parce que jusqu'à Noël, quand on est à 2 victoires, dans un club du Sud, ça se tend un petit peu. Ça peut se tendre. Ça peut être très dur. Nous, non, parce que nous, on a confiance en notre programmation et on sait que c'est un cap à passer, mais on est habitué à ça, malheureusement, à se dire ça va être dur la première partie de saison et la deuxième partie un peu meilleure. Donc, les joueuses sont sensibles à ça. Par contre, le bémol, c'est qu'il manque justement cette petite pression dès le début d'année pour performer. Pour accélérer de suite. Et ça, c'est quelque chose qui va changer. Mais il faut quand même garder pas cet esprit familial, parce que ça me fait rire, ça. L'esprit familial, chame un jour, chame toujours. Ça reste du sport professionnel. Je te double ton salaire, tu vas voir, si chame un jour, chame toujours, je vais y rester. donc ça reste. Mais il y a un climat quand même, et ça, il faut continuer quand même à s'appuyer dessus. Mais, c'est une sérénité globalement. C'est l'Auvergne où on le voit bien avec le rugby pendant de longues années, ils perdaient en finale, mais c'était pas. Ça change pas la ligne de route. Oui, c'est la culture Michelin et on le vit aussi dans tous les sports co en Auvergne. J'ai l'impression qu'on est un peu plus serein ici, on laisse un peu plus le temps. La preuve, c'est qu'un entraîneur qui fait 20 ans de suite. J'ai eu un cycle pendant 3 ans où j'avais en 3 ans 8 victoires. Et c'est pas pour ça qu'on m'a dit il faut que tu changes. Donc on laisse le temps au temps, et je crois que les joueuses le sentent. Alors le problème, c'est qu'elles restent pas, certaines, donc elles n'en profitent pas. Mais c'est plutôt positif lorsqu'on contacte des joueuses. Ça va vite dans le monde du volley, tout se sait. Et maintenant, on a beaucoup de joueuses quand même qui nous contactent parce qu'on a une identité de jeu, mais aussi une identité de vie de groupe. Alors, la mémoire m'est revenue, j'ai retrouvé ma question. Tu veux rester sur un effectif de 12 joueuses ou tu veux l'augmenter un petit peu? Mais c'est une bonne question que poser aux dirigeants. Non, mais là, Alors, dans l'idéal, chez qui est limité, tu fais quoi? A priori, je ne vais pas dire au pire. Au pire, 11 joueuses pro et au mieux, 12 joueuses pro. Ce qui fait une différence. On se dit, à une joueuse près. Non, une joueuse supplémentaire pro. Ça change pas mal de choses, surtout si c'est en fin de mercato. Mais on est en train de mettre des choses en place, mais qui vont payer, pas pour la saison prochaine, au point de vue financier. Il va y avoir quelque chose de mieux, on va continuer à progresser, mais on va le ressentir dès la saison suivante. C'est-à-dire que là, ça se met en place et ce serait idiot, comme tout bon Auvergnat. Fonds de roulement, c'est intéressant d'avoir un petit peu d'argent de côté et d'investir l'argent qu'on a de côté pour un objectif qui sera beaucoup plus précis et beaucoup plus élevé. Voilà, c'est un risque parce qu'on pourrait très bien se retrouver en situation de jouer le maintien alors qu'on a les moyens de faire autre chose. Mais on va être stratégique et on va faire les écureuils peut-être et essayer d'abord que le club soit sain financièrement avant de penser à autre chose. Ce qui est déjà le cas, je dis pas qu'il est pas Des simple. perspectives à moyen terme et à court terme, tu envisages la reprise à quelle période à peu près? La question est pareille parce qu'avec le Covid, voir l'évolution, parce que là il va y avoir beaucoup de joueuses, là je vais donner quelques pistes, beaucoup de joueuses d'Amérique du Sud. Donc voir comment les frontières vont s'ouvrir, est-ce qu'il va y avoir des quarantaines? Là c'est une grosse interrogation, mais on risque de demander aux joueuses de venir début août. Non pas pour s'entraîner, mais déjà pour s'acclimater, s'il y a des quarantaines. Voilà. On ne va pas prendre de risques à attendre le mi-août, fin août, et on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc il va falloir les faire rentrer le plus tôt possible et préparer la saison plus sereinement qu'un cas de figure où les joueurs se retrouvent bloqués à la frontière. Ok, eh bien merci beaucoup Atman pour toutes ces infos. On va retenir un coach encore sur le banc au moins 2 ans, des joueuses majeures qui restent au club, une équipe constituée quasiment à 50%. Voilà, plein d'infos, puis on va suivre ça de très près pour ce mercato qui s'ouvre. Merci beaucoup Atman, c'est toujours un plaisir de t'avoir en studio, même si parfois c'est un peu compliqué pour l'animateur que je suis.
Les liens sont différents parfois en dehors. On n'en dira pas plus. On n'en dira pas plus. Allez, on va faire une pause, la dernière, et on se retrouve tout de suite après pour le coup de cœur, coup de gueule et le quiz. Vous êtes sur Logos FM, c'est avec ASA Sport. Avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible. Avec Olivier et toute sa team. Quatrième et dernière partie d'Avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel. Pour m'accompagner, Johan Connor, Florian Pitreau et notre invité, c'est Atman Toubani, le coach du Volleyball Club Chamalières. Alors pour conclure cette émission, le traditionnel coup de cœur, coup de gueule, et puis là ça va plutôt être un coup de mou parce qu'en fait j'ai ni coup de cœur ni coup de gueule. J'avais juste envie qu'on parle un peu de ce fameux projet de Super League qui a tant fait parler la semaine dernière et qui a fait pchit, comme disait un président, puisqu'on en forme quelques-uns en Auvergne et dans les départements à côté. Alors Super League, j'avoue que je suis incapable de vous dire si je suis pour ou contre, bien au contraire, comme disait Coluche. J'avoue qu'il y a des bonnes choses dans ce projet de Super League et je comprends qu'à ce niveau-là, avec les enjeux économiques, les clubs aient besoin de se sécuriser et de fermer un peu plus leur championnat. Ça se retrouve dans tous les sports, au hand, au volley, où il y a de moins en moins de descentes, le foot qui parle aussi de moins de descentes en Ligue 1. Ça, je comprends tout à fait ce besoin économique de sécuriser. Après, le fait de ne créer un championnat qui ne tourne qu'autour de cet élément économique, ça, c'est une aberration, c'est plus du sport. Alors, même si à haut niveau, c'est du sport-spectacle, ok, mais quand même, il faut qu'il y ait une dimension sportive. Il faut intégrer de nouveaux clubs, il faut intégrer de nouvelles équipes, celles qui font l'effort justement de se structurer, qui mettent les moyens humains, les moyens financiers de se structurer et d'avoir des résultats sportifs. Alors peut-être qu'il faut trouver une Super League qui cumule à peu près et le sportif et le côté financier qui est totalement indispensable. C'est le sens de l'histoire dans le sport pro. On n'est pas les États-Unis, donc on n'a pas cette culture du tout fermé. Mais il va quand même falloir trouver un peu un compromis entre les deux. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs ? Déjà, Olivier, je te remercie d'ouvrir ce débat. Alors, je suis partagé aussi, mais je trouve que le débat est ultra intéressant et j'attends avec impatience l'avis de Johan. Il y a plein de choses dans tout ça, je vais essayer de résumer ma pensée. Tout d'abord, je te rejoins très rapidement sur les aspects positifs et ce pourquoi ils ont souhaité faire ça. Il est vrai que ce sont des investisseurs, ils prennent des risques et à un moment donné, il faut que ça retombe positivement. J'entends le message de ces 12 clubs qui disent la plupart des revenus de l'UEFA viennent de notre présence dans ces compétitions et la répartition n'est pas très égalitaire. Maintenant, en tant que bon Français, on a un modèle ici social, je dirais, que Michel Platini notamment a défendu aussi auprès de l'UEFA et qui permet à des clubs ukrainiens de l'Europe de l'Est, même des clubs portugais, d'arriver à un certain niveau avec les droits télé notamment de la Ligue des Champions qui permettent de... Est-ce que sans ces clubs-là, uniquement les 12 gros arriveraient à générer autant de revenus ? C'est ce qu'ils prétendent, honnêtement, dans les discussions, quand on regarde le business model. Même moi, j'en suis pas convaincu. Je me dis, on parle de 3,4 milliards de droits télé générés par la Ligue des Champions et l'Europa League. Est-ce que 12 clubs uniquement sont capables d'eux ? Moi, de suite, le lundi matin, je m'étais dit, est-ce que les fans vont suivre ? Bon, la réponse a été très vite, pas du tout. Elle a été claire, oui. Et donc, en fait, sans ça, pour moi, le business model, il ne tient pas. Donc, ça, c'est très surprenant. Et puis après, la deuxième chose, c'est le timing. Le timing et les petits jeux politiques qui ont eu lieu. Honnêtement, cette annonce, on travaille dans la communication du sport, je l'ai trouvée moyenne. Puisqu'en une semaine, tout a été mis par terre. Quand on voit l'importance du projet, c'est quand même surréaliste qu'une semaine après, tout le monde dise on arrête. Voilà, alors là-dessus, j'ai pas réussi à comprendre. Est-ce qu'ils avaient mal préparé leur coup ? Il y a même la banque Morgan américaine qui devait financer, qui a dit on a fait, entre guillemets, on s'est trompé. Waouh, vu l'ampleur du projet, c'est quand même surréaliste de dire on s'est trompé, quoi. Alors, on a déjà, avant de te donner la parole, il y a des exemples de ligues fermées en Europe. L'Euroleague de basket, c'en est une. Le tournoi des 6 nations, c'est une ligue fermée. Donc, c'est déjà quelque chose qui existe en Europe. On va donner la parole à Johan et je te la redonne après, Florian. En fait, je pense que déjà, ça a fait un gros flop. Florian a très bien expliqué le sujet. Pour qu'un sujet comme ça marche, il faut un consensus. Il faut que le public adhère. Parce que le football, notamment en Angleterre et très fortement en France, mais je pense que c'est le cas partout, c'est un sport ultra populaire. C'est-à-dire que c'est les classes moyennes pauvres qui sont à la base autour du football et qui suivent le football.
Donc aujourd'hui, tout ce sujet de mettre une ligue un peu élitiste, etc., pour des raisons, faut le dire, juste financières, ça a été mal reçu. Et du coup, à partir de ce moment-là, c'est sûr que ça a fait un gros flop. Après, au-delà de ça, tu as évoqué les États-Unis, puisque c'est le modèle américain. La NBA, la NHL, la NFL sont des championnats fermés où les franchises ne descendent jamais. Mais on n'est pas les États-Unis. Les États-Unis sont structurés totalement différemment avec les lycées, les universités, etc. Il n'y a pas, c'est pas éclaté comme en France, notamment avec plein de petits clubs partout, etc. Ça n'a rien à voir. Donc je pense que le problème, c'est qu'on a essayé de mettre en place un modèle en face d'une culture et d'une mentalité où c'est impossible. Il faut préparer. Il aurait fallu préparer peut-être un peu plus les mentalités, ou en tout cas peut-être plus bosser le sujet et essayer de rassurer des gens en interne, les clubs, etc. Parce que là, le problème, c'est qu'il y a eu une fronde des supporters, mais il y a eu une fronde de plein de clubs aussi. Donc c'est aussi là que ça a pêché, je pense. Et de certains coachs. Florian, pour conclure. Il y a tellement de choses à dire, c'est tellement intéressant, mais pour moi, le président du Real l'avait dit, on veut faire bouger les choses. Là-dessus, je le rejoins. Il y a une bulle autour du foot, il y a un marché qui est exceptionnel, qui est énorme. Sauf que j'ai l'impression qu'ils ont voulu mettre une bulle par-dessus la bulle, encore plus grosse. Et du coup, ça explose dans tous les sens. Et le timing Covid, etc., fait que ça complique un petit peu la chose. Et après, tu l'as très bien dit, pour moi, c'est le seul sport où tu ne peux pas faire une ligue fermée en Europe. Ouais. Parce que c'est trop populaire. C'est compliqué. Ouais. C'est trop populaire, c'est trop historique. Voilà, c'est pas de dire qu'on est contre les ligues fermées, mais pour moi, ils se sont ratés, pas ici. Atman, rapidement. Moi, je vais surprendre. Je pense que le système qu'on a en place, nous, il est archaïque. Malgré que c'est bien de faire monter des équipes, qu'il y ait des ascenseurs, qu'il y ait des petits clubs qui arrivent à vivre au-dessus. Mais ce schéma-là, il est passé. Donc on a beau dire aujourd'hui, oui, c'est pas bien, mais je suis sûr dans 30 ans, 40 ans, on aura des systèmes de franchise parce que, en fait, ça peut être aussi une solution pour, par exemple, le PSG. Si on avait 16 clubs en Ligue des Champions qui ne bougent pas, peut-être qu'on aurait Griezmann, Mbappé, on aurait une petite dans la même équipe. C'est-à-dire qu'à un moment, on vend un produit. Et je suis persuadé que l'avenir, c'est plutôt ce système-là. Et en dessous, par contre, des clubs qui ont vocation à former et à développer. Parce que là, pour l'instant, tout le monde court après le titre de champion de France, qu'on s'appelle Clermont Foot ou qu'on s'appelle le PSG. On veut monter en première division. Mais est-ce qu'une ville comme Clermont a plutôt vocation à former un club en deuxième division, en première division française, pendant que le PSG et Marseille s'éclatent en Liga Europe. Voilà, moi je pense qu'on est maintenant dans un système. On veut rester avec nos habitudes et maintenant on vend un produit. C'est malheureux à dire, mais ça dépasse le petit club sympa où je supporte mon petit club. Bon, messieurs, puisqu'il y a beaucoup d'idées, on aura encore beaucoup de choses à dire. Je pense que d'ici la fin de saison, il y aura un peu moins de résultats sportifs. On reviendra sur ce genre de débat avec des gens qui travaillent justement dans la communication sportive. Ça pourrait être intéressant de se réunir autour d'une table et d'en discuter. On va terminer avec notre traditionnel quiz. Je vous rappelle le principe, 5 questions, la question olympique, la question record, la question avec ASS Sport, la question d'actualité sportive locale avant et le traditionnel décompte en rapport avec notre invité. Donc aujourd'hui, on parlera volley. Atman, pour le décompte, ils pourront faire appel à toi une fois chacun. Si jamais ils sèchent sur une réponse, tu pourras peut-être les aider. Les pauvres. Allez, on commence tout de suite. La question olympique. Et je vais vous demander où auront lieu les Jeux d'hiver de 2026. Je vois loin là. Si vous me donnez le pays, ça me suffit. Parce que c'est pas évident à trouver. Même si c'est pas Milan. C'est Milan, ouais. Milan avec la station de Cortina d'Ampezzo. Il a dit un pays, il a pas dit une ville. Bien joué. Alors, c'est bonus. L'aime sur la ville. Pour les collégiens qui nous écoutent, les gars, Milan, c'est pas un pays, c'est une ville dans le nord de l'Italie, d'accord ? Vérifiez. Voilà. Donc retour des Jeux Olympiques d'hiver en Italie après Turin en 2006. 20 ans d'écart pour le même pays, c'est assez rare pour être signalé. Question record, on va parler cyclisme masculin. Là, je vais vous demander juste le nombre de kilomètres. On va laisser les quelques centaines de mètres. Je vais vous demander la distance du record du monde de l'heure. Record depuis les nouveaux règlements. 52 ? Un peu plus. 55 ? 55, le point pour Johan. C'est Victor Kampenhart, le Belge. J'avoue, c'était... Non, mais là, il a attendu la première réponse. T'étais à 2 doigts de le sortir, je suis sûr. Vous m'avez aidé tous les deux. Il allait dire 70. Le record établi le 16 avril 2019. 55 km et 89 mètres pour être précis. En 1 heure sur un vélo, c'est pas mal. Ça fait une belle moyenne, ouais. Question d'actualité sportive locale. Qui a été le dernier adversaire de la Jave ? C'était la semaine dernière.
C'est pas Antibes. Non, c'est Non. pas Antibes. Donc du coup, c'est presque une bonne réponse vu que c'est pas Antibes. Je vais dire Blois. Non, c'est pas Blois. Strasbourg, non? Non. Ah là là. Allez, je vous donne la réponse. C'est Denain. Il n'était pas simple à trouver. Du coup, ils celui-là. sont petits ou pas? C'est une ville, ça? C'est- Même moi, j'aurais pas osé celle-là. Oh là là, c'est bon, Pardon. je la valide quand même. Elle est bonne, elle me fait rire. Question Merci, Olivier. avec ASA Sport. J'ai donné la réponse. Oui, je sais, rien m'amuse. J'ai donné la réponse dans l'émission. Qui est champion de France de hockey en D1? Marseille. Marseille, c'est une simultanée. Ah. Le point pour les deux, ça fait 2 partout. Avant d'attaquer le décompte, on va parler volley féminin. Depuis 1952, date de la création des championnats du monde féminin de volley, 8 nations ont été championnes du monde. Il va falloir me retrouver ces 8 nations. Ah. C'est Johan qui commencera parce qu'à la fin, c'est toujours lui qui perd, donc je le fais démarrer. Il va falloir me retrouver ces 8 nations et un petit indice. Exceptionnellement, je n'ai pas regroupé les nations qui n'existent plus. Donc par exemple, si vous me dites la Tchécoslovaquie, la Slovaquie, la République tchèque, ça fait 3 réponses différentes. J'ai pas tout regroupé. En Allemagne, Allemagne de l'Est, Allemagne, etc. etc. D'accord. Donc là, les nations qui à l'époque étaient Par exemple, dans l'URSS. découpées, ça peut être un exemple. Ok. Allez, Johan, c'est toi qui commence. Le Brésil. Eh bien non, le Brésil n'est pas champion du monde chez les filles. Ah, ok. Les États-Unis. Florian. Les États-Unis, oui. Les États-Unis ont été champions du monde en 2014. C'est récent. Johan, à toi. C'est à tour de rôle. Je vous rappelle, vous pouvez faire appel à votre joker si vous avez besoin. Joker. Oui, c'est toi. Il n'était pas prêt. Eh ouais, mais je sais, ça surprend. Déjà pas la France. Ça, je te confirme. Oh, bah, après, la Chine. La Chine, oui, en 82 et en 86. Le point donc pour Johan, ça fait 3 partout. Florian. Serbie? Oui, la Serbie, c'est les derniers, c'est les champions du monde en titre. En 2018, une petite bise à Ivana qui n'était pas dans l'équipe, mais on l'embrasse. L'Espagne. L'Espagne, non, l'Espagne n'est pas dans ces 8 nations. Russie? Russie, alors Russie en 2006 et 2010. Le point pour Florian. L'Ukraine. Non, pas l'Ukraine. Si je dis l'URSS, ça marche ou pas? Bah ça marche, oui, parce que 52, 56, 60, 70, 90. L'Allemagne. Il n'y a pas l'Allemagne. On va dire la Tchécoslovaquie. Il n'y a pas la Tchécoslovaquie. En Asie, de Alors je vais vous donner un indice qui va vous ramener à votre enfance Oui. et qui a fait connaître le volley. Jeanne et Serge. Alors, c'est à Johan de répondre. Ouais, mais l'enfance de qui exactement? Bah, la vôtre. Ah ouais. La mienne aussi, mais j'étais déjà un peu plus vieux. Oh là là. On achète tous nos ballons. Bah, désolé, je suis pas du tout calé en volley, je sais pas. Alors, on passe la main à Florian. Atman? Vas-y. Le Atman. Japon. Le Japon, 62, 67, 74. Oui, Jeanne et Serge, effectivement. Alors, il y a un pays, triple champion du monde, qui a eu une représentante à Chamalières cette année, et l'autre, c'est un pays limitrophe. Atman, tu peux y aller aussi. Là, L'Italie. L'Italie, qui a été championne du monde en 2002. Et donc, un pays triple champion du monde chez les filles, avec une représentante à Chamalières cette année. La Slovénie. Et l'année prochaine, il y en aura 3 de ce pays. Ouf. Info. Hein. Ça, c'est La Hongrie? il nous lâche des scoops comme ça à la fin. On part du côté de l'Amérique du Sud, une île, Cuba. Cuba. Mais oui, Cuba, bien sûr. 78, 94, 98. De leur plein gré. Et on embrasse Diary, c'est de leur plein gré, je te confirme. Voilà, bravo messieurs, c'est Florian qui s'impose dans ce quiz. Merci beaucoup à vous deux, merci beaucoup Atman. On se retrouve rapidement, on va suivre un peu l'actualité du volley de Chamalières, les recrutements, on va suivre ça de très près. Et puis on espère retrouver vite les supporters à Châteaurousse parce qu'ils nous ont terriblement manqué cette année. La rediff, c'est mercredi 20h, le podcast jeudi matin sur la page Facebook avec SA Sport. Nous on se retrouve mardi prochain 18h sur Logos FM pour une nouvelle émission. Et d'ici là, je vous souhaite une belle semaine sportive.